On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est une émission aujourd'hui où on vous parle de l'avenir de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, présidée actuellement par Mme Andrée Bouchard. Elle était de passage à Québec avec une délégation la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour rencontrer le nouveau ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. Elle représentait la Commission scolaire, mais également elle est présidente du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. Vous savez que depuis plusieurs années, on parle souvent des commissions scolaires, surtout quand arrive le temps des élections, ça devient des enjeux politiques de la part des différentes formations. Et on le sait, depuis l'élection du nouveau gouvernement, c'est succédé pour différentes raisons plusieurs ministres. Il y a une réforme actuellement qui est sur la table. Et parmi les éléments de cette réforme, il y a ce qu'on appelle les élections scolaires et évidemment la composition même des conseils scolaires, des conseils de commissaires qu'on connaît actuellement, et ça depuis plusieurs décennies. Et bref, il y a une délégation de chez nous, de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, qui s'est rendue à Québec mardi dernier, le 5 avril, pour rencontrer le nouveau ministre Sébastien Proulx. On en discute avec la présidente Andrée Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Quel était le motif ou la raison exacte de cette rencontre avec le nouveau ministre à Québec? D'entrée de jeu, je vais un peu corriger dans le sens où est-ce que, oui, je suis allée présenter un mémoire qu'on avait déposé au mois de février pour un mémoire pour le projet de loi numéro 86 là, qui avait été déposé par le ministre Blais le 4 décembre. Mais on avait déposé un mémoire au nom du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, dont je suis la présidente. Parce qu'à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on n'avait pas déposé de mémoire comme tel. On s'était entendu, les 7 commissions scolaires du regroupement, puis on jugeait aussi qu'on avait plus de possibilités de se faire inviter pour aller défendre notre mémoire. Vous étiez quand même accompagné de membres de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à cette rencontre. Oui, j'ai des collègues qui sont venus pour me soutenir, puis aussi parce que c'est pas banal d'aller à une commission parlementaire. Personnellement, c'était la première fois que je m'y rendais, que j'y assistais. Alors, oui, j'ai des membres de mon conseil qui sont venus pour soutenir le mandat que j'avais. Bon. Donc, le mandat, il est à la fois de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et aussi du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. Donc, vous aviez 2 chapeaux, si on veut, lors de votre présence à Québec. Qu'est-ce que vous avez dit au gouvernement? Qu'est-ce que vous avez dit au nouveau ministre de l'Éducation? D'abord, j'étais accompagnée de Francine Saint-Denis, qui est présidente de la Commission scolaire des Trois-Lacs, parce que le regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, évidemment, c'est 7 commissions scolaires sur un grand territoire. Ça dessert 112 000 élèves. Alors, ce qu'on allait défendre surtout, c'était l'importance d'une valeur qui est pour nous non négociable, celle de la démocratie scolaire, c'est-à-dire d'avoir une représentation citoyenne pour gérer l'éducation. On allait aussi parler au gouvernement du fait que, parce qu'on a beaucoup dit dans les médias et même le ministre lui-même que ça coûtait cher des élections scolaires. Alors, je m'étais fait un devoir de lui dire que, la démocratie, c'est sûr que ça coûte quelque chose, mais que des élus scolaires, ça coûtait pas cher. On avait fait un comparatif entre des élus scolaires, des élus municipaux, des élus provinciaux. Les élections ne coûtent pas cher, les élus scolaires ne coûtent pas cher. Puis, c'était surtout l'importance de la représentation citoyenne et aussi d'un concept qui s'appelle la reddition de comptes. Alors que, parce que dans le projet de loi, ce qui envisageait, c'était un conseil, une espèce de conseil d'administration, ce qu'ils appelaient un conseil scolaire, où il y aurait eu des gens nommés qui, plutôt que de représenter la population, auraient représenté des corporations. Alors, c'est un peu ça qu'on est allé défendre. Quelle a été la réaction du ministre ou les questions du ministre? Le ministre, évidemment, ça faisait comme plusieurs commissions scolaires qui témoignaient les arguments en faveur de la démocratie scolaire ou en faveur du fait qu'on voulait à tout le moins continuer notre mandat, en faveur du fait qu'on demandait la tenue d'élections scolaires municipales ensemble. Le ministre, ça faisait plusieurs fois qu'il entendait le message. Alors, ces questions, à mon endroit, se sont surtout déroulées envers la question de la formation des enseignants, parce qu'il y a un article dans le projet de loi qui parle de formation continue chez les enseignants. Alors, ils m'ont interrogée sur le fait, est-ce que j'étais d'accord avec ça, puis qu'est-ce que j'en pensais. Évidemment,
une fois que dans le projet de loi, puis à mon avis, c'était ce qu'il y avait de mieux dans le projet de loi, le ministre reconnaissait l'expertise enseignante. Alors, une fois que tu as reconnu l'expertise enseignante, il faut que tu saches que cette expertise-là doit être actualisée continuellement. Bon. Si on revient à l'item de la valeur ou des valeurs de la démocratie scolaire, comment peut-on accorder de l'importance à une démocratie scolaire qui, malheureusement, est somme toute assez boudée par la population, qui y participe très, très peu, 4, 5, 6 probablement plus chez les anglophones, on pourra y revenir. Mais comment peut-on défendre cette valeur de la démocratie scolaire alors que la population elle-même ne semble pas y accorder beaucoup d'importance? Ce qu'on a constaté à travers de cet exercice-là, premièrement, le faible taux de participation, c'est la seule raison pour laquelle le gouvernement veut abolir les élections scolaires. C'est le faible taux de participation qui est en passant de 15 chez les anglophones. Autour de 15 à 20 là, les anglophones ont une habitude... Mais ce qui n'est pas énorme non plus, quand même. Non, ce qui n'est pas énorme non plus. Mais on constate que dans les milieux, puis je pense que c'est un peu la conclusion de la commission parlementaire, dans les régions où est-ce qu'il y a des enjeux on a eu des témoignages où est-ce qu'il y a des écoles de 8 élèves, de 30 élèves, des écoles qui partagent des locaux avec des municipalités. Alors, on s'est aperçu que sur l'étendue du territoire, c'était important qu'il y ait des élus scolaires pour défendre la place de l'éducation dans les régions. Alors, je pense que quand il y a de vrais enjeux, puis c'est un peu comme au Conseil des commissaires, on arrive vers la fin de l'année, puis on va avoir des enjeux, par exemple, de petites municipalités, où est-ce qu'il va y avoir sans doute des transferts d'élèves d'une municipalité à l'autre, parce qu'il y a des écoles qui n'auront pas la contenance il y a de développement domiciliaire important. Alors, il y a des écoles qui ne pourront pas contenir les élèves dans les classes. Alors, les gens, ils vont remplir le Conseil des commissaires. Les parents vont venir se faire entendre, les gens des municipalités vont venir se faire entendre. Quand il y a des enjeux importants, les gens sont présents. Alors, nous, ce qu'on conclut, c'est qu'on pense qu'en éducation, ça va quand même relativement bien. C'est pour ça que les gens ne se présentent pas aux élections scolaires. Puis on pense que si on alliait les élections scolaires et les élections municipales ensemble, ça ferait au moins des élections de moins. Bon, c'est un projet qui, il y a plusieurs années, avait fait écho, mais à l'époque, la Fédération des municipalités du Québec ou l'Union des municipalités, un des deux organismes, s'était avéré, disons, contre cette idée de fusionner les élections scolaires et municipales en une seule et même journée. Donc, les gens s'y déplacent, mais évidemment, auraient plusieurs droits de vote. Est-ce que le gouvernement semblait être à l'aise avec cette proposition de revenir à nouveau avec cette idée là, d'avoir les élections municipales et scolaires la même journée? C'est ce que j'entends actuellement, puis ça a été même mentionné par la Fédération québécoise des municipalités. Je n'ai pas entendu l'Union des municipalités, ils ne se sont pas présentés en commission parlementaire, mais la Fédération québécoise des municipalités démontre de l'ouverture. Il faut dire qu'il y a eu des projets pilotes dans certaines commissions scolaires qui se sont avérés des succès, comme la commission scolaire de l'Or, c'est-à-dire en Abitibi. Il y a eu, à un moment donné, une élection partielle scolaire municipale ensemble. Puis ça s'est bien organisé, ça s'est bien fait, puis ça a amélioré le taux de participation. Alors, il y a des projets pilotes qui se font dans ce sens-là. En même temps, on le sait, politiquement, c'est un peu une patate chaude pour le gouvernement. Bon, oui, c'est vrai, il y a plusieurs ministres de l'Éducation qui se sont succédés. En même temps, c'est une idée un peu empruntée de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui est un peu l'ancêtre de l'ADQ, dont faisait partie M. Proulx, le nouveau ministre de l'Éducation, qui d'ailleurs, pas plus tard que mardi matin, était en entrevue à LCN avec son ancien chef, Mario Dumont, qui le taquinait un peu sur cette question-là, parce que M. Proulx faisait partie d'une formation qui prônait l'abolition des commissions scolaires. Or, il est aujourd'hui ministre libéral de l'Éducation et se voit un peu contraint, de par les travaux de cette commission, de dire « ouais, puis en plus de ça, il y a les anglophones qui sont dans la balance ». Le gouvernement qui, d'un côté, aurait pu maintenir les élections scolaires chez les anglophones et pas le faire chez les francophones, ce qui aurait fait un peu bizarre, honnêtement. Donc, est-ce que le gouvernement n'est pas un peu pris avec ça, avec cette idée où on s'est avancé sur l'idée d'abolir les élections scolaires. Et là, finalement, on revient un peu sur cette position-là. Mais encore là, comment le gouvernement peut-il changer le modèle qui est celui qu'on connaît là, depuis votre propre élection au suffrage universel comme présidente?
Est-ce qu'il faut encore remodeler la façon de faire d'une élection scolaire future et prochaine? Probablement. On s'entend que les prochaines élections municipales ont lieu en 2017. Oui. En principe, les prochaines élections scolaires, c'est en 2018. On est à moins de 18 mois des élections municipales. S'il y avait des élections scolaires municipales ensemble, ça m'apparaît un peu tôt, parce qu'il y a quand même toute une organisation autour de ça, mais j'imagine que le gouvernement a des moyens puis a des façons de faire que j'ignore, là. Ce serait le directeur général des élections s'est même prononcé en faveur d'élections municipales scolaires simultanées. Alors, il y a peut-être déjà des scénarios qui sont envisagés, mais il y a toute la question aussi... puis ça a été soulevé même aujourd'hui dans les médias. Là, il y a la question des territoires de MRC qui ne sont pas nécessairement en cohérence avec les territoires de commission scolaire. Même ne serait-ce que la commission scolaire des Hautes-Rivières, où on a 2 MRC, Rouville et Haut-Richelieu, puis on a une municipalité des Jardins de Napierville. Alors, il y a comme une question d'organisation autour de ça. Mais moi, je pense que ça a été nommé en commission parlementaire et le ministre, tout ancien caquiste ou adéquiste qu'il soit, de toute façon, le projet de loi, quand il a été déposé, puis ça, c'est une bonne nouvelle, il n'est absolument pas question de l'abolition des commissions scolaires. Je pense que le gouvernement... Ça aussi est quelque chose qui avait été évoqué. Je pense que le gouvernement a bien compris que ça prend un intermédiaire entre le gouvernement et les 3000 écoles du Québec. Maintenant, pour la question des élections scolaires, il y a plusieurs groupes qui se sont fait entendre et j'ai même constaté qu'on avait plus d'amis qu'on pensait qu'on avait. Mais est-ce que vous souhaitez, peu importe la date là, qui sera choisie par le gouvernement, donc si, le gouvernement, comme vous le dites, décide donc de ne pas abolir les commissions scolaires et ultimement de ne pas abolir la démocratie scolaire et le maintien des élections scolaires et peut-être, oui, simultanément avec les municipales. Mais au-delà de ça, est-ce que vous souhaitez qu'on revienne dans une formule comme celle qu'on a connue là, il y a 2-3 ans, c'est-à-dire qu'une présidente élue ou un président élu au suffrage universel, et là, on a quoi? On a 10 districts électoraux, à peu près? Oui, 10 districts électoraux. Est-ce que ça, c'est une formule qui vous apparaît relativement efficace, d'avoir une présidence au suffrage universel et 10 districts électoraux? Oui. Écoutez, on a été élus en novembre 2014, oui. Puis je pense qu'on fait le travail à 10, c'est-à-dire à 15, parce qu'on a aussi, on s'entend qu'on est un système hybride. On a 10 élus, plus une présidente, plus 4 commissaires par an, parce que les parents sont bien représentés dans notre structure. Moi, je considère qu'on a déjà un système hybride, là, comparativement au conseil scolaire qui était envisagé par le gouvernement. Alors oui, on peut fonctionner comme ça, une présidente au suffrage universel comme un maire de municipalité au suffrage universel, puis des commissaires d'école ou des conseillers scolaires. Et là, le gouvernement doit statuer quoi d'ici la fin de la session parlementaire sur le projet de loi 86? C'est-à-dire qu'on devrait avoir une idée assez fixe là, Je le sais pas, mais M. Proulx a dit que c'était pas urgent, qu'il n'allait pas se presser pour prendre une décision, qu'il allait peser tout ce qu'il fallait. Personnellement, je souhaiterais qu'il y ait une décision claire qui soit prise, parce que depuis quelques jours, depuis la fin de la commission parlementaire, le premier ministre s'est même positionné en faveur de la démocratie, mais d'une démocratie qui ne serait peut-être pas celle qu'on connaît. Alors, personnellement, j'aimerais ça, je pense que ça fait assez longtemps que la présidente et les commissaires d'école sont au ballottage. Moi, c'est ce que je prétends. Je pense qu'il faudrait un message clair du gouvernement à cet effet-là. Bon. D'ailleurs, il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, l'adoption du budget du gouvernement du Québec, du ministre Carlos Letao. Et puis, il y a eu de nouveaux montants, disons, d'alloués à l'éducation qui a souffert ces dernières années. Est-ce que vous, comme président de commission scolaire, est-ce que vous vous réjouissez de ça? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ici même, on va en voir certains effets à court terme? Moi, je dirais que d'abord, on n'a pas encore nos règles budgétaires. C'est beau d'avoir un budget, mais c'est de savoir après comment ça va se décliner dans la commission scolaire. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, on n'a même pas ce qu'il faut pour les coûts de base de la commission scolaire, c'est-à-dire l'électricité, tout ce que ça coûte pour faire rouler une commission scolaire.
Alors, évidemment, il va y avoir des enveloppes qui vont être dévolues à certaines actions, à certains programmes. C'est surtout ça qu'on a hâte de voir, là, mais actuellement, on n'a pas nos règles budgétaires. Actuellement, vous roulez avec un budget de combien? 195 millions autour. Pour combien d'élèves? Pour 18 000 élèves. Bon. Puis il y a 85 de ce budget-là qui est en salaire. Qui est en salaire. Qui est en salaire, donc c'est conventionné. Puis et au niveau de la taxation scolaire? C'est autour de, sur le 195 millions, c'est autour de, je dirais, 40 millions. Oui, c'est à peu près 25 25 de vos revenus sont tirés de la taxation scolaire. Oui, puis, qui, elle, est plafonnée, ou presque? Oui, il y a un montant maximal de taxes, nous, qu'on peut prélever. Bon, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de millage politiquement là-dessus, là, sur la taxation scolaire dans les dernières années. Sous d'autres gouvernements, on s'entend. Mais bon, ça, c'est le contexte dans lequel vous êtes en ce moment. Mais 195 millions de dollars pour une commission scolaire de 18 000 élèves, est-ce que c'est suffisant pour, oui, bon, payer les salaires, ça va, mais l'autre 15 là, mis à part les salaires que vous payez, l'autre 15 vous faites quoi avec? Bien, c'est le modèle de service. Oui. C'est les choix qu'on fait pour la réussite, c'est les choix de programme, c'est les livres de bibliothèque, c'est tout ça, là. Alors, c'est les logiciels, c'est l'informatique, c'est tout ça. Alors, oui, c'est certainement suffisant, mais il faut faire des choix qui vont donner des résultats. C'est un peu vers ça qu'on s'en va, là. On s'est engagé depuis quelques années dans une démarche où est-ce qu'il faut faire des choses selon des pratiques qui se sont avérées gagnantes, selon des données probantes. Quels sont les besoins criants à la Commission scolaire des Gouttes-Rivières en ce moment? Est-ce que c'est un programme en particulier pour une clientèle cible? Est-ce que c'est une école qui tombe en ruine parce que vous avez pas assez d'argent pour faire les réparations? Ou est-ce que c'est une nouvelle école que vous avez besoin? Bref, c'est quoi le besoin ou les besoins les plus criants en ce moment à la Commission scolaire? Moi, je dirais qu'à chaque année, on a toujours une augmentation de clientèle d'élèves HDA. Oui. Puis, on est toujours en train de prendre à même le budget de la commission. On est financé pour ces élèves-là. Cette clientèle-là est validée, puis on a du financement pour les élèves HDA, mais c'est jamais suffisant pour les besoins qu'on a. Alors, on est obligé, bon an, mal an, toujours de prendre, mettons, 4 millions de plus sur le budget de la commission scolaire pour les services à ces élèves-là. Puis c'est jamais comme suffisant parce qu'il y a toujours des besoins de plus en plus criants. Alors, moi, je dirais qu'on a un budget qui est suffisant pour faire ce qu'on a à faire, pour faire l'école, puis pour donner les services qu'il faut. C'est juste qu'on est dans une ère où est-ce qu'on favorise beaucoup la persévérance scolaire, puis on essaie dans nos écoles d'avoir des programmes, des concentrations qui vont accrocher les élèves. Ouais. Puis il y a quelques années, il y a juste 2 ans passés, dans nos écoles primaires, on avait 28 écoles primaires qui avaient des concentrations. Ça veut dire il y avait un peu plus d'anglais, un peu plus de sport, un peu plus de musique, un peu plus d'art dans des écoles. Ça, ce que ça nécessitait, c'était pas nécessairement beaucoup d'argent, mais ce que ça coûtait à la commission scolaire, c'était 14 postes d'enseignants de plus. Maintenant, il faut qu'on respecte nos enveloppes. Alors, c'est pour le plus qu'on aimerait donner à notre clientèle, c'est pour ça qu'on n'a pas d'argent. Bon. Avec les prévisions démographiques que vous avez entre les mains, est-ce qu'on doit s'attendre à un accroissement du nombre d'élèves ou une certaine décroissance du nombre d'élèves? C'est un accroissement du nombre d'élèves. On est d'ailleurs en demande d'agrandissement pour l'école Sacré-Cœur à Iberville et l'école Marie-Rivier aussi. Notre école à vocation régionale, on est en demande d'agrandissement, puis une demande d'agrandissement. C'est des demandes d'agrandissement majeures. Bon, vous n'aviez pas aussi une demande concernant la formation professionnelle pour réunir autant RESCO que l'EPM dans un même bâtiment? On attend que ce soit plus réaliste économiquement. Là. On a des devoirs à faire pour ça. Là, parce que dans un monde idéal, notre formation professionnelle serait tout ensemble dans la même bâtisse, parce que là, on se retrouve avec des métiers de filles d'un côté puis des métiers de garçons d'un autre côté. Ouais. C'est pas tout à fait aussi coupé que ça, mais c'est un peu notre réalité, d'où une difficulté de gestion. Ça prend un directeur, 2 écoles. C'est un peu plus complexe. On pense qu'il y aurait des économies d'échelle à faire ça, mais il faut développer, pour créer ça, pour construire ça, il faut développer des partenariats. Bon.
Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans la dernière année et probablement tout récemment, lors de la première semaine du mois de mars, la commission scolaire a fait parler d'elle partout au Québec. Peut-être pas pour les bonnes raisons nécessairement, parce que la commission scolaire des Hautes-Rivières était la seule au Québec à ne pas offrir de semaine de relâche pour ses élèves et ses enseignants. Bon, il y avait l'an dernier, je ne sais pas si on peut parler d'une espèce de bisbille entre le syndicat et la direction, une mésentente, bref, il n'y en a pas eu. Là, semble-t-il que de part et d'autre, vous vous êtes miraculeusement entendu pour une prochaine semaine de relâche en mars 2017? C'est pas un miracle. Je pense qu'on a toujours été l'un et l'autre intéressés à s'entendre sur divers sujets. Où on ne s'entendait pas, c'était que tous les articles de négociation locale soient pris en bloc, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles on pouvait s'entendre facilement. Alors, on s'est entendu, oui, avec la présidente du syndicat pour se remettre à négocier sur des articles qui sont importants. Puis, on a été autorisé, évidemment, à envoyer notre calendrier scolaire est actuellement en consultation auprès des instances. Puis, le 19 avril prochain, en séance publique, on devrait être en mesure, après le retour de la consultation, d'adopter un calendrier scolaire pour 2016-2017 avec une semaine de relâche. Mais en quoi le contexte est différent de l'an passé? Pourquoi cette fois-ci, la direction de la commission scolaire et le syndicat arrivent à s'entendre alors que ce n'était pas le cas l'an passé? Est-ce que vous avez fait des pas de chaque côté? En quoi le contexte a-t-il changé? Bien, je pense qu'on s'est assis, puis en s'entendant pour ne pas mettre tous les articles de la négociation locale ensemble, puis en s'apercevant qu'on est capable de vivre des réussites de part et d'autre sur certains items. Je pense que ça démontre de la maturité. Puis oui, bien, on a vécu une année où est-ce que c'était le sujet de l'heure, la semaine de relâche. Puis il y avait des deux côtés, hein, il y avait des camps des deux côtés. Là. Il y en a qui étaient contents de ne pas avoir de semaine de relâche, autant dans le public, puis il y en a qui n'étaient pas contents. Puis on s'entend tous pour dire que c'est utile, une semaine de relâche. Mais est-ce que la direction de la commission scolaire a fait une concession? Est-ce que le syndicat a fait une concession? Qu'est-ce qui fait que... J'essaie de comprendre comment se fait-il que là, cette fois-ci, vous vous êtes entendus? Bien, c'est surtout que l'année dernière, étant donné que les articles étaient tous pris ensemble, il y avait la question des 3 jours de force majeure ou 3 jours spéciaux, là, une fois que les 6 jours de maladie sont pris par les employés. Là, comme c'était pris dans le magma de la négociation, bien, le calendrier, on n'était pas capable de s'entendre sur les motifs de ces congés-là. Puis là, bien, on s'est assis, puis c'est en négociation actuellement, puis ça va très bien. Puis il y a une volonté de part et d'autre de régler. Il y a aussi le fait qu'il y a eu une négociation nationale. Alors, on était en contexte de négociation nationale aussi, ce qui n'aide pas nécessairement les rapports patronaux syndicaux dans ce temps-là. Là, il y a eu un règlement. Puis je pense que ce serait intéressant des deux côtés qu'on passe une année paisible avec nos écoles, nos élèves, notre communauté, puis les employés aussi. Pensez-vous qu'un jour, parce que là, je regarde ça, on vient de faire une entrevue tous les deux ensemble, au fond, on a très peu parlé d'éducation, on a très peu parlé de taux de diplomation, de cibles et tout ça. On est dans la structurite, là. Oui, mais il faut dire qu'on a une cible, nous, pour 2020. Toutes les commissions scolaires, on a une cible. Puis on est en bonne voie, une cible de 20 pour de décrochage, d'atteindre 20 Puis on est en bonne voie pour réussir, notre cible, malgré les compressions, malgré toutes les distractions politiques. Moi, j'appelle ça des distractions politiques, là, parce qu'on s'entend que depuis le dépôt du projet de loi numéro 86, il y a beaucoup de gens dans le réseau qui ont mis leur énergie à essayer de défendre leurs organisations, puis je ne parle pas juste de nous, là, que ce soit les fédérations de direction d'école, la Fédération des municipalités, et même la Fédération des chambres de commerce. Tout le monde a mis beaucoup d'énergie là-dessus. C'est un peu ce que je suis allée dire la semaine passée au ministre et aux personnes qui étaient présentes. Durant ce temps-là, on ne parle pas des vraies affaires, on ne parle pas de la réussite des élèves. Puis dans ce projet de loi-là, qui brassait beaucoup de structures, puis qui touchait à tout le monde, parce que tu touches à beaucoup de corporations, puis aux parents, puis tout ça, il n'y en était pas vraiment question. André Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Latour. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Steve Bossé. Oui, moi je vais parler avec lui de ses débuts au UFC. Et toi, tu vas revenir un peu sur sa carrière de hockeyeur. Exactement, et comment ça a commencé les arts martiaux mixtes. Manquez pas ça. Télévision du Haut-Richelieu. Mercredi 20 avril, 19h, à l'édifice Benoît-Lucier à l'Acadie, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite vous entendre sur le parc nature du domaine du Haut-Saint-Jacques et de la Canadienne. C'est la partie boisée mitoyenne entre le quartier NDL et l'ancienne ville de l'Acadie. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, pour avoir la liste. Allez sur le site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement. Vous le faites par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est demain. Bye bye.